Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Et l'actualité, c'est bien sûr la campagne mondiale de lutte contre le sida qui a lancé le 1er décembre et s'inscrivant dans le thème de cette commémoration, suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits. Eh bien, DoSanté jette un regard sur ce qui est fait pour garantir le droit à la santé des personnes infectées par le VIH sur le continent. Comme toujours, deux invités avec moi pour en parler, essentiellement des dames superbement belles, grâce à Manuela Boitin, à qui on va dire merci. Alors, ça va bien, mesdames? Oui. Alors, Madame Dadi Goba Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, experte des droits de l'homme et chef droits humains de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Oui, effectivement. Merci en tout cas pour l'honneur, madame. Également avec nous, Madame Traoré Natana, épouse Kouadio. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes chargée de programme droits humains et également au réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH. C'est ça. En tout cas, bienvenue sur le plateau DoSanté. Merci encore à vous, mesdames, d'avoir accepté donc de participer à cette émission et nous dire ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, comment on doit briser les inégalités afin donc de parvenir à l'élimination du VIH d'ici à 2030. Pour commencer déjà, mesdames, que vous inspire le thème de cette journée mondiale de lutte contre le sida? Suivons le chemin des droits, notre santé, nos droits. Merci. Ce thème qui a été choisi pour la journée mondiale de lutte contre le sida traduit un peu les volontés des politiques au niveau de l'Afrique par rapport à l'atteinte des objectifs 3x95 de l'ONU-SIDA. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en matière de lutte contre le VIH, mais pour atteindre, c'est-à-dire les derniers 95, qui nous permettra de dire qu'aujourd'hui le VIH n'est plus un problème de santé publique, c'est de pouvoir intégrer au cœur de la réponse l'individu lui-même, le prendre dans sa valeur intrinsèque et faire en sorte que tous ses besoins puissent être pris en compte. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, ça fait quand même une belle dynamique dans laquelle nous sommes depuis un certain temps. Sur les questions d'inégalité, de prise en compte des besoins, d'implication de la communauté dans la réponse au VIH. Donc je pense qu'on est vraiment dans la droite ligne des objectifs que nous sommes. Que vous vous êtes fixé. Vous avez parlé du dernier 95 tout à l'heure, je vais revenir à vous, Madame Kouadio. Alors, la même question vous est posée. Vous, en tant qu'organisation de personnes infectées par le VIH, que vous inspire ce thème? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on veut mettre l'accent sur le respect de ces droits de ces personnes-là, afin vraiment d'évoluer vers cet objectif? Merci beaucoup. Il faut le dire, aujourd'hui, l'un des défis clés en matière de lutte contre le VIH-Sida, c'est l'accès aux services de santé. Et pour tous, y compris pour les PV-VIH, c'est aussi un droit pour ces personnes-là d'accéder aux services de santé. Donc, suivant le chemin du droit aujourd'hui, montre la nécessité de mettre un point d'attention sur les questions de droits de l'homme en faveur des personnes vivant avec le VIH pour améliorer déjà la qualité de service et l'accès pour ceux-ci aux services de santé adéquats pour leur mieux-être personnel. Alors, ces droits-là ne sont pas respectés? Bon. Le droit de ces personnes, le droit à la santé, c'est pas de mise dans nos structures de santé sur le continent? Il faut le dire, aujourd'hui, selon l'étude d'Index Stigma, qui est une étude de référence en Côte d'Ivoire qui permet de mesurer le niveau de stigmatisation au sein des populations vivant avec le VIH, cette étude a démontré que l'un des aspects clés dans l'accès aux services de santé, c'est la stigmatisation et la discrimination au sein des centres de santé. Donc, c'est un élément clé, la stigmatisation et la discrimination dont font face les PV-VIH, donc qui est un élément, qui est un défi pour l'accès aux santé des PV-VIH, qui aujourd'hui est un problème de droit.
de ces personnes. Parce qu'on a encore des cas de stigmatisation. Effectivement. Ah bon? Oui. Madame Goba. Effectivement, on a encore des problèmes de stigmatisation. La stigmatisation, il faut la prendre sous deux aspects. Il y a la stigmatisation même au sein des structures de santé. C'est des stigmatisations qui sont des fois pas très perceptibles, mais pour la personne qui vit avec le VIH, c'est vécu difficilement. La personne ressent cela. Voilà. Donc souvent c'est des propos, c'est des attitudes, ou bien même la façon de gérer des dossiers et autres de ces personnes-là qui posent aujourd'hui des problèmes. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont à leur proximité des centres de prise en charge, mais qui préfèrent laisser ces centres de prise en charge-là pour aller très loin. D'accord. Pour assurer leur prise en charge juste par peur qu'ils ne soient reconnus, juste par peur que leur statut ne soit divulgué. Vous voyez? Juste par peur que le fait simplement de les reconnaître puisse constituer pour un frein à leur positionnement, je peux dire, dans la communauté. Donc c'est autant d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et l'autre volet de la stigmatisation, c'est le ressenti même de la personne. Vous voyez, généralement, le VIH, on a longtemps parlé de ça, et le message qui avait été passé pendant longtemps, c'est que le VIH était synonyme de la mort. Donc, pendant longtemps, c'est l'image qu'on a montrée. Donc, la population a intégré ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui vit avec le VIH de pouvoir en parler autour de lui, de pouvoir de faire même, d'accepter la maladie. Il y a beaucoup qui font le déni. Mais cependant, il y a eu des contre-campagnes pour justement corriger ce type, ou dire à la population que le sida, c'est une maladie comme les autres. D'ailleurs, on ne meurt plus du sida parce que le traitement, il est disponible, il est gratuit. On n'a pas pu changer la donne jusque-là? C'est pas qu'on n'a pas changé la donne, mais c'est un travail de longue haleine, de changement de comportement. Le changement de perception, ce n'est pas des processus qui se font en 1 an, 2 ans. C'est des processus à long terme. Et c'est dans le long terme, il faut toujours continuer d'en parler. Parce que pendant que vous parlez, il y a plusieurs générations qui se succèdent. Vous voyez, non? Il y a la génération qui a vraiment été matraquée au départ par les questions de VIH, implique la mort. Et après ça, il y a eu d'autres générations où vraiment on n'en a pas vraiment parlé. Donc, pour toutes ces générations qui se succèdent, il faut pouvoir mettre en place des approches pour essayer de leur dire, changer le message. Donc, c'est plus une question de changement de comportement. Et pour le faire, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et je pense que si on a ces investissements, qu'on insiste, je pense que dans le long terme, là, on travaille en fonction des objectifs 2030. On espère que d'ici 2030, on puisse vraiment pouvoir atteindre les derniers kilomètres. J'insiste encore sur 2030, les derniers kilomètres qui nous séparent du VIH, des nouvelles infections et autres, du VIH en tant que pandémie. Bien sûr, alors les investissements, Alliance Côte d'Ivoire en fait énormément pour justement faire avancer les choses. Alors dites-nous en termes de stratégie, qu'est-ce qui est employé pour effectivement, 2030 c'est pas loin, hein, oui. Alors qu'est-ce qui est fait? En termes de stratégie, je peux dire que les stratégies sont multiformes, sont multisectorielles. Aujourd'hui, la réponse au VIH n'est plus seulement une réponse sanitaire. Pendant qu'on continue de travailler à la mise en place de médicaments et de traitements, d'accès à la charge virale et autres pour les patients vivant avec le VIH, il faut aussi continuer de mettre en place des stratégies pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouvelles infections au VIH. Donc, c'est des sensibilisations. C'est des programmes mis en place. Voilà, c'est des sensibilisations. C'est beaucoup de programmes. Je pourrais parler de la PrEP. Il y a des programmes en direction des adolescents et jeunes. Il y a des adolescents, des programmes en direction des personnes de 25 ans et plus. Mais vraiment, c'est des programmes qui sont focus sur là où vraiment l'infection à VIH pose problème. Ah bon? Voilà.
Il y a encore des foyers. Il y a encore des foyers, il y a encore des populations qui sont très marginalisées, sur lesquelles justement il faut vraiment renforcer les investissements pour que ces personnes-là, justement, si on arrive à les toucher, on est sûr qu'on pourra, d'ici 2030 encore, pouvoir faire bouger les lignes. Justement, l'OMS l'a dit, Voilà. il faut forcément briser ces inégalités dont vous parlez pour espérer atteindre donc cet objectif de 2030. Alors, oui, Madame Kouadio, dites-nous, vous en tant qu'organisation de personnes vivant avec le VIH, est-ce que vous pensez que ces inégalités-là, on peut les franchir? C'est pas un mur infranchissable, non? Merci beaucoup. Je dirais que non, c'est pas un mur infranchissable, dans la mesure où il faut l'investissement de tout un chacun, l'appropriation des enjeux de la lutte. Ça va être quoi comme investissement? Vous pensez qu'on ne s'est pas encore véritablement assez approprié de la question? C'est-à-dire intégrer les personnes qui sont au cœur de la lutte dans chaque action que nous posons. Aujourd'hui, le thème de la journée mondiale, c'est suivant le chemin du droit, mais l'année dernière, c'était mettre la communauté au cœur de nos actions. Donc, toutes ces initiatives-là sont en train de concourir à mettre l'individu, les bénéficiaires eux-mêmes, à être au cœur de toutes les initiatives que nous portons. Et c'est en cela que nous pourrons mettre fin au VIH/SIDA à l'horizon 2030. Vous êtes toutes deux ici, je vais dire des expertes en droits humains. Qu'est-ce qu'on doit mettre, je vais dire, dans ces stratégies, ou alors qu'est-ce qu'on doit changer dans la perception, dans le message? Comme Mme Gouba l'a dit, au début, le VIH/SIDA était égal à la mort. En 2020, nous tous, on a vu ces rapports dans SIDA de la Cité où c'était une personne amaigrie. C'est ça, amaigrie et tout. Mais cette conception, cette perception du VIH/SIDA, il faut qu'on arrive à la déconstruire. Et c'est à travers les campagnes de sensibilisation que nous faisons. Le RIP+ mène les consultations juridiques foraines au cours desquelles elle va auprès des populations pour conseiller ces populations, apporter une assistance à ces populations et écouter ces populations pour comprendre ce qu'elles vivent en milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, l'un des défis, c'est ça, l'accès aux services de santé des personnes qui sont en milieu rural, les personnes qu'on n'arrive pas à toucher. Donc, c'est vraiment pouvoir intégrer toutes ces personnes-là, tous ces bénéficiaires-là dans la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et l'un des aspects, on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, le taux de séroprévalence au niveau de la Côte d'Ivoire est à 1,82 et un fort taux est au niveau des populations marginalisées, c'est-à-dire les populations dites clés, qui aujourd'hui, ce sont des portes d'entrée du VIH/SIDA. Ce sont des populations qu'il ne faut pas laisser pour compte, où les actions aussi devraient être menées en leur faveur pour vraiment briser les barrières et briser les inégalités dans cette dynamique. Quand on prend un peu la prévalence du VIH/SIDA en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays africains, Madame Gouba, oui. Est-ce qu'on peut dire que des progressions sont faites pour effectivement nous rapprocher de cet objectif de 2030? Oui, effectivement. Je peux dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Je reviens encore sur la question de la multisectorialité. En termes de prise en charge sanitaire, pour l'atteinte des 3,95. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le testé, traité est effectif. Aujourd'hui, le suivi de la charge virale est effectif. Tous nos prestataires de santé ont été formés sur la question. Ils sont opérationnels et les services sont ouverts. Vous voyez? Donc ça, c'est en termes de prise en charge sanitaire. Mais en termes même d'environnement, par rapport au VIH, on a la loi VIH qui existe. Je peux dire que le VIH est l'une des pandémies pour laquelle le législateur a eu à légiférer.
Vous voyez? Et cette loi VIH là encadre justement la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et même fait référence aux personnes dites vulnérables, comme les femmes, comme les jeunes filles, comme les personnes vivant en milieu carcéral, qui, au sens de la loi VIH, sont des populations pour lesquelles justement il faut renforcer la protection. Et cette même loi VIH là va jusqu'à prévoir des peines d'emprisonnement pour ceux qui ne respectent pas les droits, je dirais, des personnes vivant avec le VIH. Mais ça ne s'arrête pas là. En termes même de cadre de collaboration, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a une bonne dynamique entre les acteurs communautaires et puis les acteurs étatiques. Les partenaires. Les partenaires. Dans toute leur diversité, les partenaires, aussi bien les bailleurs, les partenaires techniques et financiers, aussi bien les partenaires étatiques. Il y a vraiment cette bonne dynamique-là. On est tous engagés pour atteindre les objectifs que les différents pays en Afrique se sont fixés. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'il y ait ce suivi qui se fasse. Il faut faire en sorte. Il ne faut pas relâcher les efforts. Bien sûr. Alors où est-ce qu'on nous en sommes aujourd'hui? Vous avez insisté sur les derniers 95. Est-ce qu'on a franchi les deux premiers 95? Les deux premiers 95, pas qu'on les a franchis, mais on est dans une bonne dynamique. D'accord. Oui. Aujourd'hui, toute cette stratégie dont elle parlait tout à l'heure permet de pouvoir identifier les personnes qui vivent avec le VIH et de pouvoir leur proposer le dépistage. Une fois que ce dépistage-là est fait, ils sont mis sous les soins, dans les soins. Et quand ils bénéficient des soins, il y a ce suivi qui est fait derrière pour s'assurer que ces personnes-là ont une charge virale qui est indétectable. Et la charge virale qui est indétectable est tellement importante pour la personne vivant avec le VIH. Parce que lorsque tu as une charge virale qui est indétectable, ça veut dire que tu es observant au traitement. Et lorsque tu es observant au traitement, je peux dire que tu n'as plus, je peux dire que tu es couvert en fait. Bien sûr. Peut-être que la maladie est encore là, le VIH en tant que virus est là, mais tu ne fais plus la maladie. D'accord, c'est le I égal. Voilà. Aujourd'hui, tu peux aller travailler, tu peux prétendre à faire des projets pour aller jusqu'à la retraite. Ça ne t'empêche pas aujourd'hui, si tu as la volonté de faire des enfants, de pouvoir faire des enfants. Si tu es un jeune homme, par exemple, que tu suis bien ton traitement, que tu es avec une femme, qu'elle soit positive ou pas, aujourd'hui, ça ne vous empêche pas de pouvoir mener votre vie et de pouvoir aussi faire des enfants. Ce n'est plus une catastrophe en fait. C'est ce que nous voulons dire à la population. Du fait que ce ne soit plus une catastrophe, absolument, il n'y a plus de raison pour que le fait qu'on t'annonce le VIH, ce soit je veux dire que ce soit la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Et comme je dis, je répète encore, que nos prestataires de santé sont vraiment bien outillés, sont vraiment bien formés. Et vous voyez... Bien sensibilisés. Bien sensibilisés. Et vous voyez que même les petits gaps qu'il y a, vous voyez qu'on est en train de les adresser. Pour dire qu'on ne laisse rien de côté en fait. Et aujourd'hui, on espère que le fait d'avoir le VIH n'est plus une catastrophe pour l'individu. Toutes les dispositions sont là. On ne demande plus qu'à ces personnes-là de pouvoir aller vers le traitement et puis bénéficier de ce traitement. L'État fait tellement d'efforts. Les ARV sont gratuits. C'est gratuit pour le bénéficiaire, mais l'État paye. L'État paye. Madame, dites-nous, dans cette dynamique-là, on a assisté parfois à des ruptures. Vous nous garantissez que là, nous sommes vraiment, je vais dire, on est dans la dernière ligne droite vers ce que tout le monde prône, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU-SIDA, tous les acteurs, l'élimination du VIH d'ici à 2030. Est-ce que vous nous rassurez qu'il n'y a plus de pénurie, les médicaments sont disponibles, c'est gratuit, les États africains font beaucoup d'efforts? Merci beaucoup. Les États africains, oui, font beaucoup d'efforts. L'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts. C'est une réalité. C'est une réalité, mais l'État a beaucoup travaillé dans ce sens et il y a toujours des initiatives qui sont prévues pour remédier
à ces différentes failles qui arrivent, qui pourraient arriver dans la lutte contre le VIH-Sida. Mais c'est vraiment, ce sont des défis auxquels nous adressons au quotidien pour pouvoir faire face à la lutte, pour pouvoir faire face aux différents obstacles que nous rencontrons chaque jour. Quels sont ces défis? Parce qu'il faut qu'on puisse les relever pour... Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des défis, c'est la stigmatisation et la discrimination. Il va falloir mettre fin à ça. Oui, beaucoup a été fait, mais c'est vraiment de continuer dans la dynamique que nous avons déjà entamée, mais de ne pas le relâcher. Mais vous redoublez d'efforts. Vous allez vous apprenez donc des erreurs passées. C'est ça. Effectivement, on corrige et on avance. Donc c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, cette perception du VIH, il est important de revenir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, le VIH-Sida n'est pas le VIH-Sida datant. Et ça, c'est toujours... En milieu rural, cette perception-là est toujours dans nos communautés. Parce que la stigmatisation dont on parle, il y a la stigmatisation au travail, c'est dans les centres de santé, mais aujourd'hui, il y a aussi au travail, au sein de nos communautés. Au sein de nos communautés, aujourd'hui, une personne qui a le VIH-Sida, ça paraît banal, mais certains pensent toujours que c'est peut-être une personne qui est dépravée sexuelle. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, en 2024, on a toujours cette perception. Ça veut dire que les messages doivent toujours passer dans ce sens. Ils doivent toujours continuer. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vit du sida, ce n'est pas une fatalité. Parce que nous qui travaillons avec les communautés, il y a des couples sérodiscordants. C'est-à-dire que monsieur peut avoir le VIH, la dame ne l'a pas, et ils peuvent faire des enfants sains. Ouais. Voilà, ils peuvent faire des enfants sains et tout ça, c'est possible maintenant. Ça, c'est des progrès à saluer. C'est ça. Qui encouragent, qui prouvent qu'aujourd'hui, on n'a pas à stigmatiser, on n'a pas à marginaliser. Vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter même pour dire que, comme on est dans la société, même quand il y a des cas de stigmatisation, aujourd'hui, on a l'avantage dans beaucoup de pays africains. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour pouvoir faire la surveillance, la veille par rapport à tout ce qui est cas de stigmatisation, de discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Je peux citer par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un observatoire qui a été mis en place, qui est l'Observatoire communautaire de la santé, qui a permis quand même d'identifier un certain nombre de parajuristes communautaires qui sont dans la communauté, qui sont auprès des populations, pour leur permettre justement de pouvoir dénoncer les cas de violation qu'ils subissent, de telle sorte qu'on puisse les accompagner afin de pouvoir mettre fin. Il y a aussi ce qu'on a mis en place, et là je salue beaucoup d'organisations de la société civile à travers l'Afrique. Vous irez au Cameroun, vous irez au Bénin, vous irez en Centrafrique, vous allez voir qu'il y a tout ce qu'on appelle community-led monitoring, c'est-à-dire le suivi dirigé par la communauté. Et à travers ce suivi dirigé par la communauté, l'idée c'est de voir comment la communauté elle-même s'assure que ses besoins sont réellement pris en compte. Ouais. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure des questions de rupture. Et à travers ce suivi dirigé par la communauté, là justement, on arrive à faire asseoir les décideurs et à discuter des questions de rupture. Et j'avoue que ça a permis quand même de pouvoir décanter certains types de ruptures. Des fois, il y a des ruptures qui sont nationales, pour là, qui sont gérées d'une certaine façon, mais il y a des ruptures qui sont locales. Mais généralement, avec ce dispositif, avec la NPSP également, qui a des dispositifs, lorsqu'il y a une rupture de médicaments dans un district, on essaie de voir dans un autre district si le médicament est disponible, et on fait en sorte de pouvoir couvrir le besoin du district où il y a les ruptures. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Et ces échanges, je ne dis pas que ça résout à 100%, mais ça permet d'améliorer encore la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Parce que même l'accès aux médicaments, c'est un droit pour... Absolument.
Absolument. Il a aussi le droit à l'information. Le droit à l'information, oui. C'est ce qu'elle disait tantôt. On essaie de faire en sorte que l'information soit le plus disponible. Même en termes il faut que la personne vivant avec le VIH soit à même d'identifier la situation qu'il vit. Supposons qu'il soit dans une situation de stigmatisation, de discrimination, que ses droits aient été violés. Il faut qu'il puisse mettre un nom sur la situation qu'il vit et il puisse avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir enclencher des démarches, pour faire des recours justement en vue de faire cesser ces violations-là. Et je pense que là, vraiment, c'est du ressort de la communauté. Si nous, les communautés, on doit vraiment appuyer l'État, c'est de faire en sorte que toutes les voies de recours, tous les arrêtés, toutes les lois qui existent en la matière, que ce soit pour le genre, que ce soit même pour la lutte contre le VIH, que ce soit pour les autres, soient disponibles et que l'information parvienne à ces populations-là, pour qu'elles puissent être résilientes et puis elles-mêmes se prendre en charge. Et c'est vraiment ça notre souhait. D'accord. En tout cas, véritablement que ce souhait soit, avec les efforts de tous, soit transformé en succès, pour qu'on puisse atteindre donc cet objectif de l'élimination du VIH, parce que là, si on arrive à briser ces inégalités, c'est sûr qu'on pourra vraiment faire de grands progrès d'ici à 2030. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Et nous sommes donc à vos côtés pour vous accompagner. Madame Dadi Goba-Michel, je rappelle que vous êtes juriste, experte des droits de l'homme et chef droits humains de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Et également à vous, Madame Traoré Nantana Épouse Kouadio. Vous êtes chargé de programme droits humains au réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH. En tout cas, merci mesdames pour votre présence et également d'avoir contribué avec nous à comprendre véritablement ce sujet, briser les inégalités pour éliminer le sida en Afrique d'ici à 2030. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à Fares Akora, à Nord Dosso et à notre Jean-Marc Gansé qui ont réalisé donc cette émission. Également à vous qui l'avez suivi. On se dit à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.